Donc je suis Anne Alonso, je m'occupe des archives historiques et du patrimoine aux archives de Saint-Gobain et j'ai eu le plaisir de vous recevoir au centre d'archives pour venir consulter des documents dans ce cadre. Donc, je suis Emma Eghetti, je suis diplômée d'école d'architecture et j'ai réalisé un mémoire sur le verre imprimé en 2019-2020. Quentin Roussel, architecte diplômé d'État, également à l'école d'architecture de Lille. J'ai effectué cette recherche en 2016 sur la plaque de verre ondulée et je suis actuellement salarié en agence d'architecture. Ouais. Donc je suis Nathalie Duhart, je suis documentaliste. Je suis en charge de l'iconographie et de la documentation et je vous ai reçu aussi il y a quelque temps sur vos sujets ici à Saint-Gobain Archives. Alors la première question pour ouvrir notre table ronde, tout simplement, c'est pourquoi avez-vous choisi ce sujet-là ? Je suis tombé sur une publicité Saint-Gobain qui louait la rationalité d'un produit, le produit verrier qui est la plaque de verre ondulée, permettant d'éclairer des espaces industriels par la toiture, d'avoir un éclairage zénital et qui apportait donc un principe rationnel et simple, avec une pose simple. Voilà. J'avais l'idée de travailler sur les matériaux verriers pour les aspects plastiques qu'ils apportent, que je trouvais très intéressant. Et en tombant donc sur cette publicité, qui est en réalité une publicité pour les carreaux céramiques, je me suis tombée sur le matériau. Et ce qui m'a intéressée, c'était les qualités plastiques de ce matériau, notamment parce qu'il laisse passer la lumière, mais aussi parce qu'il brouille la vue. Et derrière ces motifs, il y a un milliard de déformations possibles. Et à cela s'ajoutent aussi les couleurs, tout un dérivé de couleurs dans ce matériau qui sont très intéressants quand ils sont mis sous les rayons du soleil. J'avais la surprise, tout simplement, de découvrir que ce matériau existait en verre, alors qu'on connaît ces systèmes de plaques avec ces différentes ondulations sous forme de matériaux plastiques ou de matériaux opaques, comme ça a pu exister en amiante ou qu'on peut encore le voir sous forme métallique. Et donc, il y avait d'abord cette surprise, en fait, de se dire « Ah bon, ce matériau avait existé sous forme de matériaux verriers ». Comment, à partir donc de ces documents que vous avez découverts au tout départ, comment est-ce que vous avez commencé à trouver des pistes et savoir où est-ce que vous alliez et comment est-ce que vous avez cherché? Pour ma part, après la découverte de cette pub à la bibliothèque de l'école, j'ai épluché un peu toutes les revues d'architecture qu'on avait et j'ai très vite fait le constat qu'il n'y avait pas de verre imprimé dans les bâtiments remarquables. J'ai étendu un peu mes recherches et je suis allée consulter donc, des revues sur le design, des revues sur les arts ménagers pour essayer de dénicher un peu le matériau. Mais pour moi, le moment déterminant dans mes recherches, ça a été quand c'est rendu à Saint-Gobain, où là, j'ai vraiment une profusion de documents, d'échantillons qui m'ont beaucoup aidé pour mon mémoire. Et à partir de là, j'avais un socle assez conséquent pour mon écriture. Assez rapidement, je me suis tourné vers des revues spécialisées dans les matériaux verriers. Le bâtiment et Saint-Gobain, Architecture de lumière et le Courrier du verre. Donc on était dans les années 50-60. On voyait que le verre ondulé, le matériau, semblait prendre une place à part entière dans l'architecture, à croire ce qui était dit dans ses écrits, avec une multitude de photographies de mise en œuvre de ce matériau. Et donc c'est à partir de là où je me suis rendu ici aux archives de Saint-Gobain à Blois. J'ai pu accéder à des documents techniques et également des documents internes au sein des archives montrant les phases de mise au point du produit, mise au point du matériau. À partir de là, j'ai ensuite pu établir un corpus de bâtiments de référence d'architecture qui utilisait ce matériau. Ma première rencontre avec verre imprimé, elle s'est faite ici, à Saint-Gobain, grâce aux échantillons à la mallette que vous nous aviez présentés. Et on a senti que c'était la première rencontre. Donc là, j'ai pu repérer un peu le matériau. Et après, c'est vrai qu'on en voit de partout. Et par exemple, chez moi, dans ma maison, j'en ai dans ma porte d'entrée. On commence à en voir assez couramment.
Alors, j'ai rencontré le verre ondulite pour la première fois en visitant l'église Sainte-Agnès, construite par Michel Marot, à côté de Troyes, en étant d'abord aux abords du bâtiment, et ensuite j'ai pu entrer à l'intérieur et donc découvrir l'ambiance qui était créée par ce matériau. Car la particularité de cette église, c'est que le verre ondulé a été utilisé pour réaliser les vitraux périphériques. Et donc là, d'un coup, on arrive dans l'exemple parfait de l'utilisation de ce matériau dans l'architecture et de ses qualités plastiques. Et donc on n'a plus simplement un matériau uniquement pour l'industrie, uniquement pour l'agriculture, mais d'un coup, qui prend même une valeur sacrée. Pour peut-être rentrer un petit peu dans les fonds d'archives, vous parliez des documents techniques, l'importance des échantillons qu'on n'a pas pour le verre ondulite, par exemple, ici. Quels sont les documents et comment vous avez travaillé avec les documents pour justement approcher ces matériaux? Qu'est-ce qui vous a été le plus utile? Est-ce qu'il y a eu des documents qui ont été importants alors que vous ne vous y attendiez pas? Est-ce qu'il y a eu aussi des impasses, peut-être, ou voilà, comment se sont passés ces rebondissements et comment dire, ce cheminement à travers les archives, parce que c'était peut-être la première fois aussi que vous alliez dans un centre d'archives. C'est la première fois que je venais aux archives et je vous avoue que c'était pas évident parce qu'on connaît pas les codes, les façons de ranger les documents, les objets. Et j'étais très surprise déjà de ne pas avoir que des supports papier. C'est vrai que vous avez beaucoup d'objets ici. J'étais par exemple étonnée de voir que vous aviez des robes de créateurs en fibre de verre, des chaises jambes trouvées, etc. Le verre imprimé, pour en avoir vu pas mal, notamment avec les échantillons que vous avez ici à Saint-Gobain, on s'aperçoit qu'il y a toute une déclinaison de motifs qui varie en fonction des périodes. Donc au début du XXe siècle, on va être plutôt sur des motifs très figuratifs. Parfois on retrouve des poissons, des pommes, des choses comme ça. Et plus on va évoluer dans le temps, plus ça va évoluer vers du figuratif. Donc là, on va plutôt avoir des formes, des masses. Mais globalement, on pourrait dire qu'il y a 4 types de verre imprimés. Il y a l'agglomération de motifs, il y a le type très stylisé, il y a les striés, qu'on voit notamment avec les verres prismatiques, et le dernier qui est plutôt de l'ordre du verre tramé, en losange généralement. Et avec les motifs, donc j'en parlais précédemment aussi, il y a toute une gamme de couleurs qui se développe. Donc au début du siècle, c'est généralement des verres translucides plutôt blancs, quelquefois jaunis, et surtout dans les années 70 où là on voit apparaître des motifs très psychédéliques. Les couleurs accompagnent, donc c'est des rouges, roses pétants, des verts parfois, et il y a vraiment une grosse diversité de verres imprimés. Rapidement, j'ai pris contact avec vous et j'ai reçu une liste avec toutes les mentions du verre ondulé dans l'ensemble du fond. Il y avait une liste de plusieurs pages qui était très très impressionnante. J'ai décidé de m'orienter d'abord vers de la documentation sur donc la période de mise au point du produit, tous les documents papier qui avaient pu servir toutes les minutes, les comptes rendus des réunions, les schémas, les croquis. Et donc c'est vraiment une masse de documents auxquels je ne m'attendais pas, ou des types d'informations que je ne m'attendais pas à voir, qui évoquaient clairement les défauts du matériau, les problèmes de production qu'il y a pu y avoir, mais aussi les questions d'adaptation du matériau face à une nouvelle concurrence de matériaux plastiques ou de grands pans de verre comme le profilite. Et de voir qu'à une certaine époque, on a cherché à adapter ce matériau pour répondre à cette concurrence. C'est vrai que moi aussi, j'étais très surprise de voir des comptes rendus de réunions où on peut palper un peu les tensions entre les différents intervenants. Et c'est vrai que ce qu'il en ressort, c'est que donc Saint-Gobain fait appel généralement à des artistes pour renouveler les motifs de verre imprimés. Et l'aisance qu'on peut avoir pour dessiner sur du tissu n'est pas du tout la même quand on transfère ça à du verre.
et ils ont été confrontés à de nombreuses difficultés quant à la production de certains de leurs motifs. Le deuxième aspect, c'était d'aller fouiller dans le fonds de photographie qui était disponible. Je commençais déjà à avoir un petit listing de bâtiments qui comportaient ce matériau. J'ai été regarder principalement ces bâtiments-là, mais également en piochant quelques autres bâtiments, et qui m'a permis ensuite d'obtenir des informations, notamment sur le modèle d'école préfabriqué élaboré par Saint-Gobain et l'Aluminium Français, qui met en œuvre le verre ondulé dans les premiers prototypes. C'est vrai que le verre imprimé, on associe ça plutôt à de la décoration, mais c'est un verre qui a des qualités techniques. Dans les catalogues de motifs, souvent à côté de la photo du verre imprimé, on retrouve les graphiques avec des courbes Isolux qui permettent de classifier l'intensité lumineuse et la propagation de la lumière, ce qui permet du coup d'avoir des verres qui sont vraiment très qualitatifs en termes de passage de lumière ou de brouillage de la vue, et d'autres qui sont plutôt destinés à de la décoration, qui vont avoir moins d'intérêt technique, on peut dire. C'était un matériau qui était conçu à la base en complément de l'amiante ciment pour éclairer des espaces par le biais de la toiture. Et pour la première fois, enfin, en tout cas, on constate que le matériau est utilisé en parois verticales. Et surtout, il y a l'intervention de Jean-Claude Vigne qui va peindre sur les vitraux directement. Et il y a de nombreux essais qui ont lieu afin de peindre sur les matériaux, mais aussi ensuite de devoir le faire cuire pour que la peinture tienne. Et donc il y a une vraie recherche matérielle de la part de l'artiste et de l'architecte pour arriver à ce résultat. Et c'est vraiment intéressant, c'était de suivre tout le processus, car j'ai pu rencontrer ensuite Michel Marot, avec qui j'ai pu échanger sur le sujet. Et il me racontait les nombreux tests qu'il y avait pu y avoir dans les usines de Saint-Gobain, notamment, dans certaines verreries, pour tester la cuisson de ce verre. Au cours de nos échanges, là, je me rends compte qu'en fait, vous avez vraiment le point commun d'avoir étudié tous les deux des matériaux verriers translucides. Ouais. Quand on pense au verre, aujourd'hui en architecture, on pense toujours au vitrage et à la transparence. Voilà, donc c'est pas forcément l'usage premier. Est-ce que ça vous a fait changer votre façon d'envisager la place de la lumière ou la disposition des espaces dans l'architecture ? Le verre reste un matériau très énigmatique qui peut apporter à la fois cette transparence parfaite qui renvoie à tous des principes modernistes de la continuité entre intérieur et extérieur, l'entrée de la lumière, et de découvrir ce fond et tous ces échantillons, cette diversité des produits variés qui apparaît dans les années 30 et qui est développée d'autant plus dans les années 50, dans la période des 30 Glorieuses, de s'apercevoir de toute la diversité de ces matériaux, où ça apporte de nouveaux questionnements sur des questions de transparence, de translucidité, de couleur qui peut être amenée par le verre. On voit aujourd'hui beaucoup de réhabilitation de bâtiments des années 50, 70, où le but c'est d'enlever, de retirer absolument tous les matériaux de seconde œuvre, de le désosser complètement et de remettre des matériaux actuels qui correspondent aux normes thermiques, acoustiques, etc. actuelles. Là, vous dites qu'il y a des qualités architecturales particulières qu'on apprend à redécouvrir. Est-ce qu'on ne les perd pas en changeant tout ? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens justement de garder ces qualités ou de les transformer sans forcément faire disparaître tout ce qu'il y avait avant. Peut-être juste comment on fait en fait pour ne pas effacer ce passé sans rester non plus dans la volonté de le figer totalement. C'est vrai qu'une matériothèque sur les matériaux du second œuvre du XXe siècle, ça serait essentiel, tout simplement parce que sinon il n'y aurait pas d'information. Là, on est baigné encore, dans l'époque, on est encore baigné dans tous ces composants, mais ils sont amenés à disparaître.
Et c'est pas parce qu'ils sont sous nos yeux à l'heure actuelle qu'ils seront faciles à trouver plus tard. Et c'est vrai que pour appréhender un matériau, rien de mieux que d'avoir un échantillon sous les yeux. Dans le cadre du verre, faire imprimer, c'était très utile, notamment pour les couleurs, pour toutes ces questions de brouillage de la vue, etc. Et c'est vrai que pouvoir manipuler, c'est essentiel. Quasi systématiquement, quand on est amené à devoir réhabiliter, on juge que des matériaux ne sont plus aptes, ils sont plus pérennes, ils ont des problèmes de thermique, des problèmes techniques. Donc quasi systématiquement, on se retrouve à devoir démonter, détruire. Mais effectivement, il y a de plus en plus cette possibilité du réemploi qui se développe. Mais c'est vrai que souvent, ça reste pour les produits qui sont des produits de finition ou pour l'intérieur. Dans le cadre de l'église Sainte-Agnès, se pose clairement la question de la restauration de ces panneaux par la repose de panneaux identiques ou au contraire la fabrication d'un vitrail qui pourrait suggérer ce que a été ce vitrail, ce que a été ce matériau. Dans le cadre du verre imprimé, la conservation se pose pas vraiment. C'est encore un matériau qui est assez présent, souvent dans des petits formats. Mais donc, s'il commence à disparaître, c'est pas à cause de ses propriétés, puisqu'il a les mêmes propriétés que du verre classique, mais plutôt à cause des moyens de production. Et le verre imprimé, c'est quelque chose d'assez chargé, on va dire, comme vitrage. Donc, je pense pas qui va être vraiment réintroduit, en tout cas dans des mises en œuvre classiques d'architecture. Maintenant, on le retrouve plutôt en cloison, en intérieur ou dans des petites incrustations dans des portes, tout simplement.